Au Tchad, le bilan des manifestations d'hier et de leur répression qui était extrêmement lourd, et donc j'allais dire ce bilan est donc davantage plus grand, hein, une cinquantaine de morts et 300 blessés selon le Premier ministre Saleh Kebzabo. Eh bien, la question que l'on se pose aujourd'hui, comment a-t-on pu en arriver là? Que peut-il arriver dans les jours qui viennent? Sinon, à qui profite ce crime? Voilà la question que l'on se pose ce soir. Et dans un instant, on va tenter d'y répondre. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, bienvenue mesdames et messieurs à la dernière édition de la semaine, le point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Media Africa, et bien vous nous recevez sur plusieurs canaux, 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs, Eutelsat et Amos vous accueillent également si vous nous suivez par satellite, et bien sûr Facebook et YouTube vous accompagnent si vous êtes très internet, et pour d'autres, vous avez certainement téléchargé l'application de Foyo Media Africa sur Play Store et cela nous honore. Merci donc d'être avec nous. Le Tchad nous intéresse aujourd'hui. Oui, vous le saviez, hier, il y a eu des manifestations interdites, mais qui ont finalement eu lieu. Et cela a été violemment reprimé par les forces de maintien de l'ordre du côté de N'Djamena et dans d'autres villes du pays. Plusieurs morts, en tout cas officiellement on parle d'une cinquantaine et plus de 300 blessés. Et là, c'est les chiffres présentés par le Premier ministre Saleh Kebzabo lors de la conférence de presse qu'il a animée quelques heures après. Eh bien, que vous inspire cette situation au Tchad? Votre avis compte là-dessus. On aimerait bien en savoir un peu plus. Et pour le faire sur le plateau, nous sommes avec notre consultant permanent. Jonathan Batengene est avec nous. Bonsoir, Dio. Bonsoir, Bachir Mohamed Adam. Bonsoir, mais particulièrement excellent début de week-end. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, ça a été le grand jour de la prière. Oui. En tant qu'imam. Et on a prié pour l'Afrique. Oui, un imam respecté de la ville et respectable. Merci. Pour tous les Africains. Vous avez accompli un devoir sacré, celui de bénir cette journée, de bénir tout ce qui se passe en Afrique. Nous saluons tous les téléspectateurs, nous saluons surtout les panafricanistes convaincus, ceux-là qui au quotidien portent ce combat dans leur vie et dans leurs actes, matérialisent ces paroles en quelque chose de plus vivant, quelque chose de concret. Nous leur disons merci, nous leur disons courage, le combat ne fait que se dérouler. Nous avons quelques victoires, mais le chemin est encore long. Comptons, si nous avons déjà fait 7 ou 10 pays libérés, il en reste encore sur 54, sur 55 pays. Il en reste encore 45, donc faisons des efforts, continuons d'être mobilisés, sensibilisons autour de nous. Ne nous contentons pas de nos lauriers, essayons d'aller plus loin. Et les pays qui sont déjà libérés, ne vous limitez pas, ne nous limitons pas. De redonner de votre énergie à ceux qui en ont besoin. Nous en avons tous besoin. Nous saluons tous les techniciens qui abattent un travail d'orfèvre. Monsieur Signé Pierre qui est actuellement est en train de se démêler de toutes ses forces pour que cette émission se passe dans de bonnes conditions, accompagné de M. Fokou. Oui. Nous saluons la direction générale, tout le personnel for you, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense. Comme nous l'avons déjà si bien commencé, ça fait déjà plus de 60 jours que notre sœur Pulchérie Edith Palais est retenue dans les geôles injustement par le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, le chameau d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara. Nous regrettons que cette détention arbitraire, injuste, dure autant et que les autorités ivoiriennes entendent normaliser cette forfaiture. Nous dénonçons cet acte odieux
et nous demandons la libération de Puchéry Edith Ballet. Pour rappel, on reproche à notre sœur d'avoir eu le courage et le sentiment maternel d'aller regarder les 46 mercenaires que monsieur le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara, a envoyé pour commettre un coup de force au Mali contre notre très brillant et digne président Assimi Goïta. Ces mercenaires ont été arrêtés et ils sont en détention au Mali pour le forfait qu'ils étaient venus commettre. Donc c'est une infraction qu'ils ont commis. Et dans le cadre de leur libération, notre sœur Puchéry Edith Ballet, en bonne mère de maison, qui s'est battue pour que les salaires augmentent et ça s'est réalisé, a décidé d'aller encore parce qu'elle voyait qu'elle avait la pêche, il fallait qu'elle s'engage bénévolement. Elle est allée au Mali. Et cela a donné le résultat qu'on a trouvé. Merci en tout cas, cher Jonathan Batengene. Libération donc pour liberté pour Puchéry Ballet, que nous saluons depuis la MACA, maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Eh bien, nous allons, très cher Batengene, je ne sais pas si la régie nous a déjà mis en liaison avec Luc Michel, puisque c'est notre second et dernier invité pour cette édition. D'accord, pas encore connecté, me signale-t-on. Revenons donc et parlons du Tchad, cher Batengene, en rappelant à nos téléspectateurs qu'à tout moment vous pouvez intervenir. Hier, nous vous avons vu tous connectés sur l'actualité tchadienne. Vous vouliez en savoir un peu plus. Alors, qu'est-ce que vous avez pu recueillir et qu'est-ce que ces événements vous inspirent? Et la même question est posée à Jonathan Batengene, votre lecture de la journée d'hier au Tchad. La situation au Tchad, nous tenons d'abord à adresser nos condoléances à toutes les familles éplorées qui ont été injustement touchées par le deuil du fait de la répression sanglante du régime de général Mahamat Idriss Déby Itno. Nous condamnons cette répression sanglante et nous demandons à toutes ces populations de rester mobilisées. Toutefois, nous leur demandons également d'adopter une posture beaucoup plus sage parce que jusqu'à présent, le Tchad fait partie des terrains sur lesquels la posture panafricaniste a du mal à reprendre. Elle a du mal à reprendre, d'autant plus que le pouvoir en place a opéré des rapprochements avec les puissances d'abord occidentales, notamment après la mort du président du maréchal Idriss Déby Itno, à qui nous rendons un vibrant hommage, le grand panafricaniste. D'aucuns vont quereller la contribution du maréchal, mais nous ne sommes pas amnésiques et nous nous souvenons que lorsque ce combat panafricaniste, surtout médiatique, était menacé, c'est le grand maréchal Idriss Déby Itno qui a décidé d'héberger le média panafricain à partir duquel il se déroulait. Il a décidé de l'héberger à N'Djamena. Donc, pour cet acte, nous lui devons une reconnaissance infinie. Et après son décès, donc, en juillet 2020, en avril 2021, les autorités nouvelles ont été ébranlées, nous l'avons toujours expliqué, par des manifestations qui étaient portées par un leader assez controversé. Parce que pour les Africains qui ne le savent pas, ce leader, Success Masra, il s'était fait connaître au Tchad dans le cadre d'une vision très tribale de la vie politique. Il est sudiste et c'est quelqu'un qui est donc dans les régions de Mondo, dans le sud du Tchad. C'est des régions qui sont très éduquées aujourd'hui. Et ces régions-là, il estimait que les nordistes, donc par exemple, si on prend depuis Hissène Habré, ou même Goukouni Ouadé, Hissène Habré, c'était les donc il y a les Zakawa et les Gourans. Les Gourans et les Zakawa. Voilà, les Gourans qui sont plus vers le Niger, jusqu'à remonter vers la Libye, et les Zakawa qui sont au nord-est, c'est-à-dire dans la zone frontalière avec le Soudan. Donc, Goukouni Ouadé et Hissène Habré étaient des Gourans. Ces deux, dans le nord, malgré les divergences, et leurs divergences tenaient à ce
Hissène Habré était, nous espérons qu'il y aurait une émission consacrée à l'homme pour qu'on puisse connaître. C'était un homme qui portait des idéaux panafricanistes. Ce dernier a été renversé par un autre nordiste, Idriss Déby, qui lui est Zakawa. Donc, dans la dénonciation des injustices au Tchad, Succès Masra il s'était illustré dans l'opposition nord-sud. Il préconisait une approche où il disait que les nordistes ont déjà trop géré le Tchad. Il est temps pour les sudistes de le faire. C'est une posture qui n'est pas panafricaniste. Nous ne pouvons pas compétir, nous ne pouvons pas conquérir le pouvoir sur la base des idées tribalistes. Le deuxième élément, Succès Masra a été reçu au Quai d'Orsay avant que de lancer son mouvement Les Transformateurs. Il a été reçu au Quai d'Orsay avec lequel il a échangé sur ce qui devrait être la conduite à tenir pour récupérer le pouvoir des mains du maréchal Idriss Déby Itno. Et Succès Masra est devenu pour le Quai d'Orsay un moyen de pression sur le pouvoir de N'Djamena et un moyen aussi de récupérer ce pouvoir au cas où celui-ci lui échappait. Oui. Ce qui s'est passé hier, c'est que Succès Masra appelant les manifestations contre la France, c'est une parodie, mais les Maliens peuvent vous l'expliquer pour ceux qui ne le savent pas. Les Maliens peuvent vous expliquer qu'il y avait dans leur vie politique un homme politique qui déclarait à eu et à voix qu'il était contre la France. Mais lorsque le très digne colonel Assimi Goïta a pris le pouvoir, c'est le même qui a rappelé à tous les autres qui étaient en train de crier avec lui à bas la France que non, il fallait s'opposer à Assimi Goïta et que sa posture n'était qu'une manière de récupérer le combat. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a dit à bas la France qu'il est forcément panafricaniste. Nous nous souvenons que dans sa prise de parole il y a de cela 2 jours, qui était un appel à la manifestation sur Facebook, il a demandé à ce que les intérêts français, il y a une rupture avec la France. Mais comment peut-il opérer une rupture avec la France si jamais on ne le voit adopter des postures claires sur des dossiers importants comme la base militaire française au Tchad, comme la monnaie néocolonialiste, le franc CFA. On ne le voit jamais, il ne s'illustre jamais. Dans des prises de parole au sein de l'espace panafricaniste, il est toujours interviewé par les médias mensonges du Quai d'Orsay. Donc c'est autant de choses qui nous ont laissé circonspects sur les positions de cet opposant. Et c'est lui aujourd'hui qui n'a pas totalement, il ne s'est pas totalement détaché des perspectives tribalistes dans lesquelles il a plongé le débat. Il a encore, d'ailleurs vous allez voir que la zone des manifestations est beaucoup plus étendue dans le sud du Tchad. Quand vous regardez, il y a donc une tentative de consécration communautariste du combat de ce dernier. Ce qui pour nous semble être quelque chose de tout à fait dangereux dans le combat politique. Il faut qu'un combat politique se passe dans l'adhésion collective et non dans la stigmatisation de certaines populations. Donc, il y a cette perspective qu'il adopte. Et aussi, on sait une chose, pour ceux qui ne le savent pas, nous suivons très âprement la vie politique tchadienne et nous savons que le général Mahamat a envoyé des émissaires dans quelques pays. Nous n'allons pas citer les pays parce que c'est certainement ce qui lui a valu. Mais pourquoi ne pas? Il a envoyé des émissaires, disons, au Centrafrique. Il a envoyé des émissaires au Centrafrique parce qu'il voulait opérer un rapprochement avec les Russes. Il avait déjà opéré un rapprochement avec les États-Unis dans le cadre du dialogue qu'il a organisé. Et il comptait se démarquer progressivement de ses liens avec la France. Contrairement à ce que beaucoup ont écrit dans les réseaux sociaux, il était en train de créer une ligne de fracture avec la France. Et c'est la construction progressive de cette ligne de fracture qui a fait en sorte que la France mobilise, et nous l'expliquions ici dans les émissions, que ce pouvoir est docilisé à partir de 3 autres éléments. Il y a le FAC, qui est la rébellion. Il y a la société civile avec Wakitama,
et il y a Success Masra et ses transformateurs et d'autres formations politiques. Donc les trois fronts, social, politique et militaire, sont là pour lui rappeler qu'il devrait rester dans les rangs. Donc c'est une manifestation de dissuasion qui s'est passée hier à N'Djamena. C'est aussi pourquoi vous avez remarqué que nous, les panafricanistes qui défendons cette vision que nous avons toujours portée du panafricanisme, nous n'avons pas beaucoup commenté cette actualité parce que nous savions qu'en fait, en face de Mahamat, qui, il faut le reconnaître, pendant un temps a quand même été très proche de la France, c'est-à-dire en face de la France, il y avait encore la France. Alors on ne pouvait pas choisir entre Saint-Paul et Saint-Pierre. Il faut bien qu'on essaye, nous, de rester au maximum à distance de ce genre de il fallait une lecture il fallait être très prudent pour ne pas tomber dans des invectives et se réveiller un bon matin avec une fausse orientation dans l'analyse. Voyons ce qu'en pense Luc Michel. Il nous a rejoint, il est avec nous. Luc qui avait un petit souci avec le net, mais ça s'est rétabli. Bonsoir cher Luc, merci d'être avec nous. Le Tchad, ce pays que vous connaissez très bien, nous y avons effectué plusieurs missions de ce côté-là. Le pays est aujourd'hui en pleine crise après des manifestations meurtrières d'il y a 24 heures. Quelle est votre approche dans la lecture? Tout d'abord, bonsoir à vous, Bachir et Jonathan. Merci. Et je m'excuse près des téléspectateurs, mais nous avions une panne de net et pas de moyen de se connecter sur Zoom. Il faut dire quelque chose. J'ai suivi les commentaires hier soir et sur le plateau d'une chaîne concurrente, je suis le seul à avoir défendu le gouvernement tchadien pendant que tout le monde criait, soi-disant pensant défendre les Russes et condamner les Français. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus pervers, de beaucoup plus vicieux qui se passe. Tout commence lors de la dernière élection présidentielle du vivant de mon ami, le maréchal Idriss Déby Itno. Une tentative de révolution de couleur est lancée par les réseaux américains, ceux de George Soros. Leur homme, il s'appelle Success Masra. Cet homme prétend parler au nom du panafricanisme, mais il est soutenu par le State Department américain. La France se branche sur cette tentative de révolution de couleur et elle active des groupuscules qu'elle contrôle à Tripoli, notamment le FACT qui travaille comme mercenaire pour les milices de Misrata. Et cela conduira à l'assassinat du maréchal Idriss Déby Itno, qu'on a envoyé à la mort sur une colonne blindée de rebelles. À partir de ce moment-là, c'est son fils qui l'a formé à lui succéder. J'insiste là-dessus. J'ai eu ses confidences suffisamment. C'est son fils qui l'a préparé à lui succéder, qui accède au pouvoir. Mais la révolution de couleur ne s'arrête pas du tout. Il y a toujours les réseaux américains, ceux de Success Masra, mais s'ajoutent les réseaux français. Les Français activent 4 groupuscules rebelles qui sont actifs en Libye, et il veut imposer un dialogue entre Mahamat Déby Itno et ces 4 groupuscules rebelles. Et le général Mahamat Déby Itno va neutraliser les Français, c'est-à-dire qu'au lieu de discuter avec 4 groupuscules rebelles, il va entamer un dialogue national avec 29 groupes politiques et groupes rebelles en exil. Parmi ceux-ci, il y a des gens qui sont mes amis, que j'ai connus du temps d'Hissène Habré, et je peux vous assurer qu'il s'agit de panafricanistes sincères, à la différence de Success Masra des transformateurs et des autres coalitions de jeunes. La tentative de déstabilisation, elle continue. En début de cette année, il y a eu une conférence qui s'est tenue aux États-Unis avec des ONG et des représentants de la soi-disant société civile. Le but, c'était dans un premier temps de fédéraliser le Tchad et puis de scinder celui-ci en 3 parties en s'emparant du pétrole et du gaz. Quelle est maintenant la situation géopolitique du Tchad? Elle a commencé sous aussi le maréchal Idriss Déby Itno. Il est faux de dire que son fils a rompu avec lui. Certains sont plus ignobles. Ils l'accusent d'avoir fait assassiner son père. C'est de la propagande française. Déjà, sous Donald Trump, il y avait eu une distanciation d'Idriss Déby Itno avec ExxonMobil qui contrôle les champs de pétrole tchadiens. C'était la dispute avec le State Secretary Rex Tillerson.
Maintenant, évidemment, toute cette opération continue. Quelle est la position? J'ai entendu sur les plateaux raconter éternellement qu'il fallait choisir la Russie, que Mahamat Debit, non, c'était la France. C'est tout à fait faux. Premièrement, il y a l'économie. L'économie, il s'est déjà, sous Idriss Déby, non, elle s'est éloignée de la France. En juillet 2019, il y a eu le sommet économique Djamena-Russie. À ce moment-là, le maréchal Idriss Déby a tissé des liens économiques avec la Russie. Par exemple, il a retiré l'électrification du pays. C'était le fameux plan Borloo concernant le Tchad. Et il a donné l'électrification du pays à la régie d'État russe Rosatom, qui est en train de couvrir tout le pays. Mais il s'est également, sous Idriss Déby, il s'était rapproché militairement de la Russie, notamment par l'intermédiaire de la Centrafrique, comme vous venez exactement de l'expliquer. En juillet 2021, le jour même où le Mali a signé des accords militaires avec la Russie, le Tchad était représenté à Moscou. Le ministre de la Défense a signé des accords militaires avec Moscou, de même nature que ceux avec le Mali. C'est donc un Tchad qui essaye de se dégager de l'impérialisme que l'on déstabilise maintenant. Maintenant, il faut dire un mot sur les révolutions de couleur. Qu'est-ce que c'est les révolutions de couleur? C'est la manipulation de foules en détresse. Et l'un des objectifs, c'est de créer un fossé entre les autorités et le peuple et d'obliger les autorités à tirer sur le peuple et inversement à obliger le peuple à s'en prendre aux forces de l'ordre. Hier, il y a eu 50 manifestants abattus, mais il y a eu aussi une dizaine de militaires frappés à l'arme blanche. C'est cela qu'il faut retenir. Les méthodes ont déjà été employées en Ukraine en 2014 et en Libye en 2011. En 2014, Yanukovych a été chassé du pouvoir parce que, soi-disant, des snipers au service de Yanukovych tiraient sur le peuple. En fait, il s'agissait de mercenaires de l'OTAN venus de Pologne et qui tiraient des deux côtés, abattant des policiers et des manifestants. En 2011, à Benghazi, il y a eu la même chose. Des mercenaires sont venus d'Europe, on ne sait pas de quel pays, et ils ont commencé à tirer à la fois sur la foule et à la fois sur les forces de l'ordre. On accusait à ce moment-là Muammar Kadhafi, c'était tout juste il y a 10 ans, de tirer sur son peuple. Donc, tous ceux qui sont en train d'hurler pour soutenir la déstabilisation de l'Europe doivent comprendre qu'ils soutiennent un mouvement particulièrement pervers où le Quai d'Orsay, le 7 département, prétendent combattre la France alors qu'ils visent à s'emparer du Tchad au profit des Français. Voilà tout ce qu'il faut dire. Je n'ai pas d'indulgence pour ceux qui soutiennent les révolutions de couleur. Je les combats depuis 25 ans et je les combattrai au Tchad. Actuellement, il y a deux jeunes, Success Masra et Sonko au Tchad. Tous les deux travaillent pour le 7 département. Ce n'est pas moi seulement qui le dis. Il y a une lettre d'information proche des Français malheureusement, mais qui s'appelle la lettre du continent. La lettre du continent a expliqué les liens de Success Masra avec Sonko et les liens de Sonko avec le 7 département. Pour ces jets. Et on ouvre le standard, très cher signé. Pendant ce temps, alors Jonathan Batengeni, finalement, tous ces massacres, tous ces crimes, à qui ils profitent? C'est des crimes de la jeune française. C'est des crimes de la jeune française. Et pourtant, la France, quand même, a très vite fait de prendre un communiqué pour se désolidariser de ce qui se passe, puisque il y avait déjà sur des réseaux, quand même des réseaux sociaux, des gens qui y voyaient la mainmise de la France. Pour comprendre ça, il faut analyser ça sous un autre prisme. D'accord. Il ne faut pas analyser du point de vue, parce que si nous mettons les morts en avant, nous nous inclinons devant leur mémoire, ça va nous donner une lecture faussée. On va chercher à établir les responsabilités immédiatement. Or, oui, ceux qui ont préparé ça savaient que ce serait effectivement ce que nous présenterions. Parce que le problème aussi dans ces officines, c'est qu'ils croient qu'en complexifiant
les mécanismes de déstabilisation ou bien en complexifiant l'approche, nous ne sommes pas capables de complexifier notre analyse. Et c'est là le grand piège. Pourquoi? Si on se place simplement du point de vue de qui a tiré, effectivement, on dirait que l'armée tchadienne a agi de manière inconséquente. D'ailleurs, nous condamnons la répression. Ce n'est pas une méthode, même si dans le cas d'espèces, ils vont arguer que c'était le seul moyen. Il y a des méthodes beaucoup plus adaptées qui peuvent permettre de calmer des populations. Nous encourageons les autorités tchadiennes à revoir ça. C'est peut-être un des modules qu'ils envoient des soldats se former dans des pays africains. Il y a l'Algérie, il y a le Cameroun, qui ont des unités de gendarmerie qui ont acquis. Oui, j'ai assisté à une manifestation au Cameroun. Oui. J'ai vu les forces de l'ordre ne pas, et d'ailleurs, ce témoignage est toujours là, c'est une manifestation qui s'est déroulée le 22 septembre 2020 au Cameroun. Un opposant avait appelé à la manifestation. Bien, pour ma part, ce que j'ai vécu, c'est que les gendarmes et les policiers qui sont sortis dans la rue sont restés professionnels. Oui. Ils ont adopté une posture qui visait à ne pas envenimer, mais qui permettait de bien contenir les manifestants. Donc, c'est un point peut-être de coopération avec des partenaires qu'il faudrait développer. L'armée tchadienne gagnerait à former, par exemple, ses unités de gendarmerie et de police au maintien de l'ordre et à la contenance des émeutes. Oui. Maintenant, pour revenir dans le cadre de notre analyse, en fait, vous vous souvenez que Macron avait annoncé dans la conférence aux ambassadeurs que la France deviendrait, la jeune française deviendrait plus alerte dans le cadre de sa diplomatie publique. Et que dans le cadre également de sa diplomatie d'influence, qui est la diplomatie publique toujours, dans le cadre de sa diplomatie, elle devra être beaucoup plus engagée. C'est-à-dire que cet engagement qui a commencé avec le sommet de Montpellier allait se poursuivre de manière souterraine. Oui. D'ailleurs, il y a un des blogueurs sénégalais qui a dénoncé le fait que la jeune française aurait proposé 170 millions de francs CFA pour que ces derniers constituent une armée cybernétique afin de déstabiliser les panafricanistes et de promouvoir les intérêts de la jeune française. Donc, il y a une complexification du combat à ce niveau. C'est dire que les canaux de communication, il faut au maximum les pervertir. C'est une stratégie qui avait déjà été utilisée pour combattre Sékou Touré avec la fausse monnaie. Oui. Donc, on va attaquer le combat avec un type d'information qu'on va véhiculer sur un ensemble de phénomènes. On va provoquer des phénomènes de contre-insurrection sur des territoires. On va alimenter ces mouvements de contre-insurrection d'une communication parallèle qui sonne comme étant la voix de ceux qui dénoncent la France en Afrique. Et on va construire autour une vision de légitimation de la contre-insurrection. Oui. Voilà ce qui est en train de se faire au Tchad. Donc, au lieu que d'agir dans les mécanismes classiques, la jeune française et ses alliés a décidé de retourner la force panafricaniste contre elle. En fait, c'est une tentative. Et on voit bien que, avec les messages d'hier, quand vous voyez que, quand j'ai regardé par exemple sur Twitter, comment beaucoup de panafricanistes ont essayé de me taguer pour me dire non, il y a des trucs au Tchad, il faut qu'on communique. J'avais du mal parce que dans la situation, ils n'ont pas la lecture totale du fait de la situation. Il y a des informations, par exemple, que là, vous dites, je ne peux pas les envoyer directement dans le TAR. Or, ces informations sont capitales pour que quelqu'un puisse lire correctement le phénomène. Le gouvernement du Tchad, et il faut le reconnaître, après aussi les pressions, parce que c'est vrai, Luc Michel présente ça comme étant une décision, mais il faut reconnaître que le gouvernement du général Mahamat, après des pressions de la sphère panafricaniste, a quand même décidé à changer beaucoup son cap. Ils ont décidé de changer beaucoup d'éléments dans leur perception des rapports internationaux.
Et ils ont dépêché cette mission en Centrafrique, qui était l'avant-dernière mission, qui visait un rapprochement beaucoup plus clair avec les Russes. D'ailleurs, il était entendu que les Russes pourraient rentrer au Tchad pour commencer à former l'armée tchadienne. Ouais. Donc, il y a une coopération qui était une coopération beaucoup plus accrue, qui était engagée, et c'est cette coopération qui fâche aujourd'hui à la fois la France et les États-Unis, qui ont décidé donc d'agir de manière différente, en donnant l'impression que c'était une révolution de type panafricaniste. Merci, cher Batien Guéné. Avant de retourner vers Luc Michel, on va prendre quelques appelants. Ils sont 3 ou 4 déjà en liste. Abou d'Angleterre est avec nous. Et puis, il y aura Jean-Sac Pono, Zerfel, tous qui attendent leur tour. Abou d'Angleterre, bien le bonsoir, cher ami. Bonsoir, monsieur Bachir Ladan. Bonsoir. Le plus grand journaliste du monde. Je suis tellement content de vous revoir ce soir. En ce début de week-end, ça te vous saluer avec beaucoup de déférence. Merci. Je salue l'espoir Batengene, le brillantisme, Michel, le doyen, Michel l'Africain, avec déférence et tous les appelants. Une fois que j'ai dit cela, je conviens avec l'analyse de Luc Michel et de Batengene. Parce que la situation au Tchad n'est pas aussi clair qu'au Mali, parce qu'au Tchad, c'est comme ce que Batengene a dit, le posant dont on veut nous présenter, c'est un France-africain. Vous comprenez? Et nous avons vu l'ambassadeur américain sortir et pleurer sur les morts devant lesquels nous nous inclinons. Nous nous inclinons parce que c'est des morts africaines. Donc nous inclinons devant ces morts-là et que nous disons que leur âme repose en paix. Amen. Ça nous fait mal, mais la situation est telle que quand nous voyons les Américains sortir et venir pleurer des morts africaines, nous disons qu'il y a un anguille sur roche, il y a quelque chose qui est caché derrière. Et nous, par l'africanisme, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Et nous ne sommes pas d'accord aussi pour que on enlève un France-africain pour mettre un autre France-africain. Donc, ce que nous disons que le peuple tchadien mette bas la terre. Parce que si c'est pour suivre, si c'est Massara ou bien quoi, l'opposant là, ça ne tient pas la route parce que c'est un autre France-africain, il ne va pas dans le sens de la souveraineté et il ne va pas dans le sens de vouloir quitter, faire partie des bases militaires et comme on appelle ça même, le franc CFA. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut faire de telle sorte que le jeune, le fils à Idriss Déby, puisse revenir vers nous dans le panafricanisme. Donc, il faut qu'on lui montre le soutien comme au Mali, comme les Maliens supportent Assimi Goïta et qu'ils puissent prendre confiance en lui pour commencer à venir vers la Russie, vers la Centrafrique, vers les Maliens et s'aligner dans la résistance aussi. Et avoir la force maintenant pour s'opposer aux Français. Parce que nous déplorons que ce soit le pays de Idriss Déby, ce digne fils-là de l'Afrique, ce panafricanisme, qui avait permis même qu'on ait une branche Afrique Média de télévision là-bas, que dans son pays, après son assassinat, que tout ça se passe. Donc, tout ce que nous voulons dire, nous souhaitons que la calmie revienne au Tchad et que la population comprenne que le moment est mal choisi et qu'il n'y a pas d'opposant pour succéder. Il faut qu'ils cherchent bien à comprendre la politique qui se passe là-bas. Bonne continuation et c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye from now. Bye bye from now. Merci à vous d'Angleterre qui en appelle donc à mettre bas la terre afin de mieux se parler entre Tchadiens. Tous ces morts, c'est des morts africains, nous dites-vous. Allons voir ce qu'en pense Jean-Sac Pono. Jean, bonsoir. Bonsoir Bachir. Bonsoir. Bonsoir technicien. Bonsoir à vos invités. Bonsoir Luc Michel. Bonsoir Jonathan. Bachir. Et permettez-moi d'abord de vous apprécier parce que vous avez un don vraiment que j'apprécie beaucoup. La façon dont vous dirigez, la façon dont vous accordez la parole aux gens avec de l'ordre.
je vais l'apprécier. C'est une bonne chose. C'est un don de Dieu. Faut pas que des gens viennent avec des milliards pour te payer, pour faire des sales boulots. Mais fais un bon travail pour que ta conscience, un jour, se reposera dans la main de ton Dieu. Merci. Alors, concernant le sujet, et vous voyez, nous devons le savoir. Le père de Kaka, il a bien dit que les Français travaillent derrière lui, et c'est eux qui l'ont fait briguer plusieurs mandats, et c'est les mêmes personnes qui viennent aujourd'hui le critiquer. Et c'est-à-dire, ils vous font et ils vous défendent. Donc, c'est comme ça. Ce que nous disons, effectivement, méfions-nous nos ennemis, je vous dis. Répète, nous devons être clairs. C'est l'Occident. L'Amérique, quand nous disons l'Amérique, je suis américain. Mais ceux que nous appelons américains, c'est ceux qui travaillent dans ce club démoniaque. C'est de ceux-là que nous parlons. C'est des gens qui ne veulent pas que l'Afrique se développe. C'est des gens qui sont criminels. La France, Bachir, ce qui se passe au Tchad, ce sont les Africains qui sont tués. Ça, nous devons reconnaître cela. Et nous ne sommes pas venus ici pour dédouaner qui que ce soit. Mais nous devons rendre honneur à la vérité, au fait. Ce sont les Français, ce sont les Occidentaux, les Américains qui manipulent le peuple tchadien. Faut pas chercher de midi à 14 heures pour comprendre cela. C'est clair. Alors, Bachir, si le fils Tata, Kaka, très bien, plutôt, sait très bien, connaît le jeu depuis qu'il est au pouvoir, il sait que, nous l'avions dit, que les généraux tchadiens, soyez des patriotes et non des manipulés avec des dollars. Si le fils sait bien que ce sont les Français qui ont tué son papa, pourquoi il va, et vous voyez, le jour qu'on a enterré le papa, vous voyez comment ce Macron est venu et on l'a adoubé ça qu'on sort, on l'avait dit depuis le jour-là, il n'a qu'à beaucoup se méfier. Pourquoi il continue de se rapprocher de la France? Il va, combien de fois il a visité l'Élysée? Combien de fois on lui fait jouer le jeu des Occidentaux? C'est de cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui, toutes ces morts sont sur son dos. Et c'est la France qui l'a créé comme ça. C'est comme ça que le pays qu'on appelle la France, le pays de Lucifer, un pays maudit est. Il crée le trouble pour que vous ne compreniez pas. Comme l'a dit Jonathan, c'est comme ça qu'ils font. C'est-à-dire pour des équations paramétriques compliquées, pensant qu'on ne va pas trouver la réponse. Non, nous comprenons les tactiques de Lucifer, qui pense être plus intelligente que tout le monde. Le fils Kaka n'a pas besoin de se rapprocher, de jouer le jeu, même si on le fait jouer sur son dos. Il doit être intelligent pour savoir que non, il doit changer les donnes. Parce que c'est pour cela qu'aujourd'hui nous disons que vraiment il est encore manipulé. Parce que soyons clairs, il est manipulé. Quel que soit ce que Luc Michel va dire, le fils de Kaka est manipulé par la France. Il ne se retrouve plus. Il vaut mieux qu'il démissionne. Parce que, sincèrement, ça nous énerve. Si nous voyons nos frères comme ça, qui sont dans l'obscurité et qui sont manipulés, joués comme un ballon par ces bandits, ça nous énerve. Et ce sont les Africains qui perdent leur vie. Qu'est-ce que nous allons dire? Qui dit mieux? C'est les Africains qui meurent, ce n'est pas eux. Mais ils ne vont pas échapper à la colère. Inch'Allah. La justice du Bénin là. Merci. Je ne vais pas beaucoup tarder. Je vous laisse. Nous sommes en guerre. Que Dieu vous bénisse et je protège l'Afrique. Merci. Merci, cher Jean Sakponou, pour cet appel. C'est vrai que nos appels aujourd'hui sont un peu longs, mais bon, on peut comprendre aussi. Alors, il y a Zerfel et après, on prendra certainement Gallo-Célie avant de refermer cette première partie des appels, puisque j'imagine que Luc Michel a d'autres choses à rajouter. Zerfel, bonsoir, cher ami. Ok, bonsoir, Bachir. Je voudrais dire quelque chose à nos appelants. Oui. Vous savez, cette radio et télévision, le temps est limité. Le temps est limité. Donc, celui qui prend la parole, il doit aller tout droit au but. Voilà. Je ne suis pas le modérateur, mais ce sont des remarques. Parce que vous perdez le temps aux autres qui appellent. Parce que c'est à cause de ça, il y a moins d'appelants. Parce qu'il y a trop de vidéos qui font trop de mangas sur cette télévision. Allez tout droit aux choses. Comment dire, pourquoi vous avez appelé,
aller tout droit au but et puis les autres vont passer. Très bien. Allons tout droit au but donc avec vous, cher ami. Ce qui est là présentement au Tchad. Oui. Ça fait 2 ans que le père de ce jeune homme est décédé. Alors, tout ce temps-là, parce que un pays, c'est pas une famille. Ça dit que c'est une association d'ethnies qui sont à l'intérieur de ce pays. Il faut te mettre au travail pour que ces pays, pour que ce peuple-là puisse vraiment comprendre et s'accorder à ce qui se passe dans leur pays. Parce que pendant 2 ans, le monsieur, il a mis un tas de retard. Or que ce retard-là, il y a des gens déjà qui sont dans la pauvreté. Il y a des gens qui veulent créer des emplois pour que certaines personnes mangent, pour que certains puissent avoir quelque chose à manger. Alors, si ce temps-là, si ce monsieur a pris tout ce temps-là pour s'asseoir dans ce gros palais, je ne sais pas de quoi il parlait, il partait dans des pays, arabes, Attends, c'est tout ça là, il attendait depuis là, pour tuer des gens, c'est ça qui est la solution aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont fait, les balayeurs de choses, les déplacements qu'ils ont fait dans certains pays arabes pour venir aller-retour, c'est pour que les Tchadiens meurent. Moi, je pense que l'Africain, il ne veut pas être libre. Il refuse d'être libre. Il veut toujours être sous la domination de l'homme blanc. Ça, c'est clair et net. Parce que quand on voit certaines personnes, quand tu sais que ton pays il est en difficulté, on t'a confié quelque chose, tu dois te mettre au travail automatiquement. Parce qu'au lieu de regarder à l'extérieur, pour que tu prennes des décisions, ou que tu as un peuple devant toi qui attend ce que toi tu fasses quelque chose pour qu'il puisse manger et que tu es en train de dormir, aujourd'hui, voici le résultat. Voici le résultat. Tout le monde voit aujourd'hui, on veut accuser l'extérieur. Que s'il prenait des décisions adéquates, si l'autre qui devait remplacer son père, s'il a eu le courage de dire que oui, quand le pays est chaud, les militaires sont chauds, et comment dirais-je, faites le travail d'abord, et puis nous allons venir. Il a fait ça rapidement en un an. Pour que les civils, maintenant, ça s'organise pour que le pays avance. Parce que moi, je ne suis pas là pour accuser l'individu qui est hors de mon pays pour dire que c'est lui. D'abord, celui qui accepte d'abord l'individu qui rentre chez moi pour qu'il me fasse du mal. C'est lui que j'accuse. Par exemple, en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont fait la guerre contre la Côte d'Ivoire, moi, ce sont les Guillaume Soro, les Alassane. Ce sont eux que j'accuse. Si un Guillaume Soro, comme ça, un petit, comme s'il refusait, s'il disait non à ces Français, ou à ces Européens, ou à ces Occidentaux, aujourd'hui, on ne sera pas là. On ne sera pas là. Alors, de tout le monde, aujourd'hui, on a des problèmes partout. Alors, si ce président-là, il est là aujourd'hui, il a trop perdu du temps et les gens, ils ont perdu l'espoir. C'est pourquoi ils sont sortis. Sinon, il y a fait longtemps, ça fait 2 ans. Ils devaient sortir depuis aujourd'hui, ils sortent. Voyez vous-même. Je m'arrête là. Merci, Bachi. Merci. Et puis, je salue tous les techniciens d'abord. Oui. Je salue votre invité. En sortant, bien sûr. Sans oublier ceux qui regardent cette télévision. Merci. Allez, merci Zerfel. Notre ami Zerfel, il est allé droit au but. Merci en tout cas. On va prendre le dernier appelant pour la série et je l'annonçais, c'est Galoseli. Galoseli qui, depuis plusieurs minutes, essaye de nous joindre. J'espère qu'il est déjà en ligne. Gallo, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Ladan. Bonsoir à vos téléspectateurs et bonsoir à vos 2 invités. Monsieur Ladan, honnêtement, je n'aime pas beaucoup cette photographie qui consiste à faire de nous les Africains des petits-enfants et de faire de nos dirigeants des esclaves indéfinis. Maintenant, si un jeune Africain se lève, on dit que non, il est manipulé par l'extérieur. Pendant ce temps, ceux qui sont au pouvoir sont complètement les marionnettes des étrangers. Mais ça veut dire quoi? Que nous n'avons pas d'issue? Ce n'est pas possible. Maintenant, pour revenir sur le cas du Tchad, moi je vais dire, depuis que plus de 18 mois que Kaka Déby est là, on peut citer ses œuvres. 1, il a fallu créer une guerre contre la RCA. 2, il a empêché au Mali d'être le président comment on appelle ça, du G5 Sahel. Et 3, il est parti organiser cette histoire au Qatar. Mais parlons du Qatar. Le Qatar est un pays pétrolier, comme le Tchad. Est-ce que ce monsieur n'a pas vu que le Qatar vit à 2000 années-lumière des Tchadiens?
il peut nationaliser le pétrole tchadien, il peut chasser les Français qui sont là derrière, puisqu'il n'y a pas de base française au Qatar. Il n'y a pas de franc CFA au Qatar. On demande aux autres de se prononcer sur le franc CFA, sur les bases militaires, mais lui, Kaka Déby qui est là, qui sait que c'est ces bases militaires qui ont tué son papa, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Et aujourd'hui, mais ce monsieur a l'histoire devant lui, il ignore pour se mettre à tirer sur les populations tchadiennes. On a jugé Hissène Habré il n'y a pas longtemps. Il y a un procès en Guinée contre Camara. Donc il ne faut pas qu'on joue avec ce genre de situation. Toutes les populations africaines ont le droit de marcher. Si les Maliens ne marchaient pas, on aurait déjà descendu Goïta et toute son équipe. C'est parce que les Maliens sont dehors. On n'empêchait pas au peuple de marcher. Mais par contre, il faut encadrer les marches. Est-ce que les militaires tchadiens, qui sont les plus réputés dans toute l'Afrique centrale, sont incapables d'encadrer une marche des civils? Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire comprendre aux Africains? Nous ne sommes pas des fourmis ou des oiseaux pour qu'on tire sur nous au moindre faux pas. Mais ce monsieur-là, il est jeune. Soit il met les militaires qui ont tué ces Tchadiens sur un peloton de tir, on les fusille, ou il assume la responsabilité et il sera traduit devant la justice. Nous en avons marre de ces chefs d'État qui tirent sur leur population. Mais ça veut dire qu'on ne va jamais se décoloniser. En Europe, là, en France, les gens marchent. Les gilets jaunes, ils marchent depuis des années, mais on ne tue pas les gens dans la rue. Il y a quelques accidents par-ci, par-là, mais on ne tue pas 100 personnes comme ça. Mais ça ne va pas. Mais en tout cas, je dis, monsieur Kaka Déby, si vous cherchez des gens sur qui tirer, retournez-vous contre la base militaire qui est derrière la présidence. Allez tirer sur eux, au lieu de tirer sur les populations tchadiennes. Voilà ce que je souhaitais dire. Je suis un peu énervé, excusez-moi. D'accord, merci à vous. On peut comprendre votre colère, très cher Gallo Sili. Je sais à quel point les morts africains comptent pour vous. Vous auriez aimé les voir vivants. Cependant, le terrain politique ou géopolitique nous amène à des confrontations entre différentes parties. Luc Michel, on a suivi après vos analyses et bien sûr la réaction de quelques-uns de nos téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on peut ajouter là-dessus, Luc? Comment est-ce que vous voyez les prochains jours au Tchad? Luc, vous m'écoutez? A formé des groupuscules soi-disant panafricanistes. Il a financé un front anti-CFA, par exemple, au Burkina Faso, et des groupuscules comme Y'en a marre ou le Ballet citoyen se disent panafricanistes, mais en fait, ils servent la France et les États-Unis. En ce qui concerne la stratégie française, tout est compris entre deux dates, le début de la crise du Covid et le sommet de Montpellier en octobre passé. Au début de la crise du Covid, il y a eu un rapport qui a été publié par le Quai d'Orsay qui s'intitulait l'effet pangolin. Les Français expliquaient que on allait contester dans toute l'Afrique des chefs d'État et que la France se tiendrait à côté des outsiders pour soutenir ceux-ci. Au sommet de Montpellier, on a annoncé avec le soutien de Jeune Afrique le lancement de ce qu'ils ont appris le panafricanisme 2.0. Moi, j'ai dit que c'était des panafricanistes de margarine, parce que nous sommes des panafricanistes pur beurre. Ce sont des ersatz de panafricanisme. En fait, à coût de millions de francs CFA et de millions de dollars, on a acheté des activistes, des panafricanistes, etc., pour tenter de fracturer notre mouvement néo-panafricaniste. Qu'est-ce que c'est le panafricanisme 2.0? C'est ce qu'on voit aujourd'hui, au Tchad évidemment. Des gens qui pensent qu'ils défilent contre la France, des gens qui pensent qu'ils défilent pour la Russie et qui en fait soutiennent un agenda occidental, américain et français. J'ajoute quelque chose. L'ennemi principal en Afrique, ce sont les États-Unis. C'est eux qui ont l'Africum. La France, c'est une puissance en déchéance, en déclassement, comme on dit en France. Elle n'a plus les moyens de sa géopolitique. Elle est en train de perdre pied dans tout le précaré français. Mais le danger, c'est l'Amérique. L'Amérique, actuellement, elle organise une vaste contre-offensive dans toute l'Afrique. Et il y a un nouveau printemps africain qui est en train d'être organisé.
par Joe Biden et Kamala Harris. Et le premier manche de ce nouveau printemps africain, ça a été le Soudan, ça a été la Centrafrique et le Mali. Aujourd'hui, c'est l'heure du Tchad. Mais l'avenir du Tchad, faut-il s'en inquiéter aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé? Parce que quand on voit quand même qu'il n'y a que 2 semaines après le dialogue inclusif et on vit déjà de telles manifestations, faut-il s'inquiéter de l'avenir du pays? Nos téléspectateurs se souviennent de notre appel. Nous disions encore que l'avenir du Tchad est entre les mains des vrais patriotes tchadiens. Nous avons discuté encore avec quelques-uns il y a quelques heures. Il y a beaucoup de vrais patriotes tchadiens qui sont là-bas et qui ne se reconnaissent pas dans ce combat, comme disait Luc Michel, de ce qu'on appelle panafricanisme 2.0, qui sont de véritables panafricanistes parce qu'ils sont convaincus. C'est des personnes qui ne connaissent pas la couleur du Tchadien, ils ne connaissent pas l'ethnie du Tchadien. Ils sont essentiellement dans un combat pour des intérêts de l'ensemble de la nation. Et ils savent s'identifier à toutes les composantes de la société. C'est ces personnes-là sur qui on peut compter. Et ces personnes sont aujourd'hui en train de se constituer en bloc et nous les encourageons à continuer leur travail qui est encore souterrain et qui certainement va se faire jour. En attendant, le président Mahamat, nous lui réitérons encore l'appel. Le président Mahamat a toutes les cartes en sa main. Nous avions, et il y a de cela une semaine, nous le disions déjà dans d'autres antennes, nous disions, si le président Mahamat ne fait pas attention, il sera balayé par une pseudo ou une vraie révolution. Il doit donc prendre fait et cause. Ce qui a emporté son père ne l'a pas tué. Idriss Déby est certes mort, mais il survit, il est éternel. On en parlera sur des générations. Parce que son combat est resté dans l'histoire. Donc, le général Mahamat doit tirer des leçons de ce qui s'est passé. Au lieu que de continuer à vouloir jouer les équilibristes, il doit prendre résolument fait et cause. Demander le départ de la base militaire française. Demander que, au niveau de l'Afrique centrale, il y ait des travaux beaucoup plus accélérés dans la rupture avec le franc CFA. Le président Mahamat doit s'engager résolument dans un travail d'équité. Parce que le Tchad, nous rappelions encore, les Tchadiens n'ont pas un problème de tribalisme. Mais il y a un problème que les chefs militaires, avec ce genre de gouvernement qui a été formé il y a quelques jours, gouvernement d'union nationale, ce genre de gouvernement est dangereux pour l'avenir des Tchadiens. Parce que tous ceux qui sont là-bas sont les anciens chefs de guerre, les anciens dangers de la nation. Et comme seule expérience, comme seul élément dans leur CV qui est pertinent, c'est menace contre la nation. C'est le seul élément inscrit. Ancien rebelle, c'est menace contre la nation. Si c'est ça l'élément de compétence pour gérer le Tchad, c'est un danger pour cette nation. Mais il faut bien arriver quand même à concilier ou à réconcilier le pays. Le papa de Mahamat, le papa du général Mahamat, avait trouvé la solution. Il avait compris qu'il a fait un compromis. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Combien de réconciliations le président Déby n'a pas fait? Il a fait 4 réconciliations. 4 réconciliations, 4 gouvernements d'union nationale. Chaque fois, il y avait une nouvelle guerre. Mais les gouvernements d'union nationale ne résolvent aucun problème. Ça crée plutôt les appétits des anciens lieutenants qui se disent « Ah, moi, on m'a laissé à ma petite place, je vais rentrer en brousse. Je vais recommencer. » Il redevient rebelle. Il revient avec les armes et on lui dit il y aura encore des dialogues nationaux. Après le dialogue national, gouvernement d'union nationale. Gouvernement d'union nationale, il est à la table et ces lieutenants qu'il a lésés vont encore faire la même chose. Ce n'est pas une solution qui marche. Ceux qui lui ont préconisé cette solution l'ont menti. Et nous sommes convaincus qu'au décès de son père, cet émissaire français qui a disparu, certainement lui avait dit qu'il faudra faire ce dialogue national pour que vous puissiez sortir de ces problèmes. On lui a fait croire que les dialogues nationaux apportent des solutions véritables. Le Tchad était sur la bonne solution. La logique militaire que son père avait adoptée
de terrasser les groupes rebelles et de fonder une armée forte. Il faut noter que l'armée tchadienne est devenue une armée redoutable sous le maréchal Idriss Déby Itno. Voilà ce que le général Mahamat aurait dû faire. Aujourd'hui, il a encore cette possibilité. Donner aux militaires la capacité de devenir l'armée la plus pertinente dans sa zone. Et lui, il se focalise dans le travail politique. Qu'il laisse là le côté militaire. Il est certes un militaire, mais aujourd'hui, il est un homme politique. Et qu'il se concentre dans la vie politique. Les trucs demander à un général d'armée quand même ce n'est pas... Il n'est plus général d'armée, il est président. Il n'est plus général d'armée. Il devrait choisir, parce qu'un militaire qui dirige en pensant à l'armée, c'est mauvais. Un militaire qui dirige pense à la nation. Il ne pense plus à l'armée seulement. Il pense à la nation. Et la nation, c'est plus grand que l'armée. C'est pourquoi, pour que cette nation fonctionne bien, il doit déléguer des responsables qui gèrent à chaque niveau. Les militaires doivent être gérés par d'autres militaires. Il y a un chef d'état-major, il y a un ministre de la Défense qui lui rende compte du travail qu'ils abattent. C'est ce qu'il devrait faire. Le nommer général, c'était superfétatoire. Nous avons toujours dénoncé cette mesurette. Et le général Idriss Déby Mahamat a une chance. C'est qu'il modifie. Le système de gouvernement d'union nationale, c'est de faire du gâteau, c'est de présenter le gâteau comme le Tchad comme étant un gâteau à déguster. Où chacun aura sa part du lion lorsqu'il aura son mouvement rebelle ou bien un mouvement de pression important. D'ailleurs, il faut qu'on le dise aux gens. Succès Masra a demandé à être Premier ministre il y a de cela un mois. Premier ministre, il a demandé dans les coulisses à être Premier ministre. L'homme qui vous dit je ne pars pas au dialogue, je ne fais pas ci. Mais le jour où on a nommé M. Kebzabo, il dit ah, on m'a refusé la primature, ils vont voir que je suis pertinent. Vous voyez ce que ça crée? À cause de cette image de dialogue, de gouvernement d'union nationale. On doit arrêter de donner l'image aux Tchadiens que le Tchad est un gâteau à partager entre des gens puissants. Le Tchad doit être un pays géré de manière rationnelle. Et c'est pourquoi le général Mahamat doit sortir des logiques prévaricatrices. Parce que quand vous entendez, on va vous dire que les Akaw ont beaucoup d'argent. Mais c'est parce qu'eux, ils vont savoir que, vu qu'il n'y a aucune compétence qui confère à un individu la capacité de gérer, et bien puisque nous sommes, notre seule compétence, c'est qu'on va protéger le chef de l'État et de notre village, il faut qu'on lui montre qu'on est fidèle. On dit, c'est la fable de La Fontaine qui dit tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Et c'est pas là que je reprends la parole. Avec les autres. Je vous reviens, certainement, vous allez conclure, il n'y a pas de problème. Je voudrais retourner un tout petit peu vers Luc Michel. Luc, si tant est-il que ces leaders de l'opposition radicale sont manipulés, stipendiés par les forces occidentales, les États-Unis en l'occurrence, tel que vous l'avez dit, comment on explique quand même que parmi les manifestants, on voit des gens brandir le drapeau russe, des slogans pro-russes? Tout simplement parce que je vous ai dit, la France joue un jeu pervers. Elle sait qu'actuellement les masses panafricanistes sont pro-russes et anti-français, et elle est prête à surfer là-dessus. Demain, on accusera la Russie d'être responsable des troubles et des morts. C'est ce qu'on a déjà fait dans d'autres pays. Ces gens sont des gens vicieux. Mais j'ai écouté les téléspectateurs et je ne veux pas suivre ceux-là. Rappelons-nous simplement que lorsque la Jamaïria libyenne a été détruite, le Tchad d'Idriss Déby Itno a pris sa place géopolitique. Il l'a pris non pas sur la richesse du pétrole, mais sur la force de son armée. Je suis d'accord avec Jonathan. La colonne vertébrale du Tchad, c'est l'armée tchadienne. Lorsque j'entends aujourd'hui des soi-disant panafricanistes qui condamnent l'armée et qui disent qu'il faut juger les généraux, c'est-à-dire exactement la thématique de Soros, de la CPI, eh bien on voit tout de suite à qui profite le crime. C'était l'adage des latins, c'est encore l'adage aujourd'hui. Je suis triste de voir ces panafricanistes de voix zéro, cette extrême confusion, parce que notre mouvement qui était en pleine expansion est en train d'être fracturé un peu partout. Et bien entendu,
le but des Occidentaux, des Américains et des Français, c'est d'empêcher les panafricanistes de faire leur jonction avec la Russie. Très bien. En tout cas, le mouvement panafricaniste prend quand même un coup, hein, il faut bien le dire, avec des infiltrations un peu partout, mais ça va s'arranger. Et Jonathan Batengini, revenons au Tchad, puisque dans quelques minutes, on va rendre l'antenne. Le problème, c'est quoi au juste au niveau des manifestants, je veux dire de l'opposition radicale? Qu'est-ce qu'ils reprochent à Mohamed Idriss Déby Itno? Est-ce que c'est le fait qu'il soit reconduit pour conduire la transition à 2 ans, ou alors le fait que finalement on dise qu'à l'issue de la transition, comme tout autre Tchadien, il a la possibilité de se présenter à la magistrature suprême? Rentrons dans le basique. Oui. Ces manifestations, Succès Masra, il y a 1 mois, a demandé à être Premier ministre. Vous l'avez dit. Ils ne sont pas en train de dire c'est les 2 ans, c'est pas les 2 ans. Mais Succès Masra, il n'a pas participé au dialogue inclusif. Mais en coulisses, il s'en va demander la primature. Quand il croyait pouvoir l'obtenir, quand bien il croyait pouvoir l'obtenir, il est surpris que c'est M. Kebzabo qui est sollicité. Il faut donc qu'il montre qu'il est pertinent. Pourquoi? Parce que c'est le modèle d'accession au poste au Tchad. Si vous voulez avoir la position, montrez-vous dangereux. Il sait que c'est comme ça que ça marche. Connaissant donc le logiciel de promotion sociale au Tchad et de promotion politique, il l'utilise. Il décide donc de mettre ses militants, il est soutenu. Je vais vous dire une chose. Et Luc Michel a raison parce que il a un rapprochement avec beaucoup de leaders que nous combattons. Il avait fixé son combat sur les logiques de le Nord a trop géré, le Nord a trop duré. Mais quelle est est-ce que c'est panafricaniste de présenter dans la stigmatisation l'accession ou bien l'alternance au pouvoir? Ce n'est pas panafricaniste. Pour lui, le Nord a trop duré au pouvoir. Voilà. Il a créé une sensibilité de beaucoup d'Africains qui malheureusement, on peut comprendre nos frères, dans les situations de pauvreté et puis de sous-développement, parfois veulent chercher un bouc émissaire qui est dans le pays. On leur présente un frère, on dit que non, c'est son ethnie qui dirige. Et je vous dis que c'est ça qui est présenté. C'est pourquoi vous allez faites la géographie, la géopolitique du Tchad. Quand vous faites la géographie de ces manifestations, vous allez voir qu'elles sont localisées dans le sud. Et quand vous allez regarder la majorité des manifestants, vous verrez que c'est encore les populations davantage du sud qui ont manifesté. Vous croyez que pour nous, qui le disons, ils sont chrétiens, non? Et il y a plus de sensibilité avec les populations du Cameroun. Si le Cameroun a dominance chrétienne. Mais pourquoi est-ce que nous, panafricanistes, ne nous reconnaissons pas dans leur combat? Parce que c'est justement un combat sur des bases pipées. On ne peut pas s'engager en politique sur des bases communautaristes. Et c'est ça qui fait en sorte que lui, voulant donc montrer à quel point il est pertinent, parce qu'il sait comme étant un leader de communauté, voulant montrer à quel point il est puissant, il a demandé à ses partisans de sortir dans la rue. C'est ça qui crée cette situation. Il voulait surtout montrer aussi aux autorités de N'Djamena que vous avez commis l'erreur d'aller mettre Kebzabo. Ça devait être moi le Premier ministre, lui, Succès Masra. C'est aussi simple que ça. Bon, pour les Africains qui lisent les situations de loin, qui n'ont pas toute cette information, nous pouvons comprendre que dans la situation, ce dernier vienne balancer des slogans du genre « Je suis panafricaniste » ou bien du genre « Abat la France, vive la Russie ». Mais c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit quand il pleut, il y en a qui profitent pour déféquer dans le torrent. Comprenez ce que ça signifie? Ça veut dire que, en fait, il se rend compte que le vent de révolution panafricaniste qui est favorable aujourd'hui, il faut en profiter. D'ailleurs, ceux qui l'ont missionné lui ont donné le schéma à suivre. D'abord, les logiques communautaires, comme celle d'un autre, on ne veut pas dire Sédou d'Alain Diallo, les logiques communautaristes. Ensuite, vous brandissez l'image de la Russie, qui est un paravent, qui est une sorte de cache-sexe, mais derrière,
il y a la France et tout son lobby qui est tapis. C'est ça le piège de ce qui s'est passé au Tchad. Le général Mahamat, aujourd'hui, doit prendre conscience que jusqu'à présent, il n'avait pas compris son père. Il doit prendre fait et cause pour ce que son père avait fait. Il ne doit plus avoir peur. Il doit tenir un discours franc. Être clair avec les autorités de la France. Être clair avec les autorités états-uniennes. Il doit adopter une posture panafricaniste résolue. Il doit reprendre dans son entourage les grands panafricanistes qui ont accompagné son père. C'est important. Peut-être qu'il voyait ces gens comme étant des sortes de fonctionnaires qui étaient vieillots de passé, qu'ils se remettent à travailler avec ces gens. Ils savent quel est le chemin que son père avait tracé et qu'ils retracent l'axe Yaoundé-N'Djamena. Cet axe qui a été fragilisé, c'est aussi la conséquence. Il doit retracer cet axe Yaoundé-N'Djamena. Il doit revenir dans les pas du panafricanisme et véritablement s'engager. Au lieu que d'envoyer une délégation en Catimini chez le président Touadéra, que lui-même, il aille chez le président Touadéra. Et le cas, il ne peut pas continuer dans cette lancée avec un certain, comment on appelle ce rebelle, Bozizé. Il ne peut pas continuer avec un Bozizé sur son territoire. Qu'il extrade Bozizé au Centrafrique, où il sera jugé pour ses nombreux crimes et ses tentatives de déstabilisation. C'est aussi simple que ça. S'il adopte cette posture, il verra lui-même que le soutien panafricaniste, que son peuple, et il y a des millions de patriotes de Tchadiens qui n'attendent que ça pour lui témoigner un soutien populaire qui sera important pour tenir ce type de fausse révolution en laisse. Merci Jonathan Batengen. Et donc, Luc Michel, est-il encore avec nous? Luc? Alors, je n'ai pas le retour audio de Luc Michel. Signé, est-ce que Luc est encore avec nous? Luc? Si vous êtes avec nous, Luc, alors en 30 secondes, un dernier mot puisque nous refermons l'édition. J'ai ici hier appelé des amis tchadiens. Ils m'ont expliqué en fait ce qui passait. Il y a une course au pouvoir qui est actuellement en cours à N'Djamena. Il y a d'un côté Success Masra. Success Masra, c'est pas l'homme des Français, c'est l'homme des Américains. Et les Américains sont heureux d'attaquer la France puisqu'ils veulent qu'elle dégage du précaré français. Il y a Kenzabo qui représente les intérêts français. Et il y a enfin l'ancien mouvement populaire du salut. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement tchadien, il est avec plus de membres du parti de Kenzabo que du MPS. C'est un gouvernement Kenzabo. Ce qui est en train de se passer, les manifestants, c'est ce qu'on appelle en langage les ministres des idiots utiles. Ils sont en train de servir des agendas auxquels ils ne comprennent rien. Lorsque je vois brandir des drapeaux russes pour remettre pour une course entre la France et les États-Unis et démembrer le Tchad, je suis extrêmement triste. Merci à vous, cher Luc Michel. Merci à Jonathan Batengen et à nos téléspectateurs qui sont très engagés sur la thématique. Je vous rassure tout de suite, ce sera le premier sujet de l'international. C'est le grand débat de Foyou qui se tient tous les samedis à partir de 16h, temps universel, et donc 17h, heure de N'Djamena. On se retrouvera cette fois-là. J'aurai à mes côtés Bégoudé Madone et d'autres invités. Chers téléspectateurs, donc, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette autre édition. Très bon week-end à toutes et à tous.